franceinter.com. Un comble, James Angleton, responsable du contre-espionnage américain, le plus grand chasseur d'espions de la CIA, a été abusé pendant des années par un homme qu'il considérait comme un ami et même un maître, le célèbre espion britannique Kim Philby, l'espion du siècle, comme on l'a appelé, l'un des meilleurs agents du KGB. Monsieur X nous le disait la semaine passée, la découverte tardive de la trahison de Philby a été ressentie douloureusement par Angleton. L'homme, déjà excessivement méfiant, l'est devenu encore plus. Sa paranoïa naturelle a été exacerbée et il a commencé à voir des espions partout tant il était attaché à traquer les taupes, vraies ou fausses, qui avaient infiltré les services américains. Le résultat, le plus évident, a été une vague de licenciements et de démissions qui ont profondément désorganisé et paralysé la CIA. Mais n'était-ce pas l'objectif poursuivi par les soviétiques et Kim Philby, qui avait réussi à persuader son ami Angleton de l'existence d'une taupe dissimulée au sommet de la CIA? Et que penser de la défection d'un officier du KGB, Anatoly Golitsyn, qui apparaît opportunément à l'ouest à peu près au moment où Philby, lui, trouve refuge à l'est? Un soviétique qui, pris en main personnellement par Angleton, va multiplier révélations et accusations, alimentant une suspicion généralisée dans tous les services occidentaux, y compris en France, où le SDEC a connu sans doute la crise la plus grave de son existence. Mais, et c'est l'une des questions essentielles de ce dossier, Golitsyn était-il un authentique transfuge? Monsieur X se propose de répondre à cette question. Enfin, je vous rappelle, et ça ne simplifie pas les choses, que certains spécialistes estiment que James Angleton, le chasseur de taupes, était peut-être lui-même une taupe soviétique. Le contre-espionnage, c'est un cercle vicieux. Enfin, je vous explique. L'obsession d'un service secret, c'est la sécurité. Bah oui. Et si l'on essaie à tout prix d'infiltrer l'adversaire, c'est moins pour recueillir des informations que d'essayer de découvrir s'il a réussi à introduire des taupes dans votre propre camp. Bref, on tourne en rond. Un peu, oui. Bon, bien sûr, j'exagère, mais je vous assure que c'est un métier épuisant où l'on a rarement des certitudes. Et c'est particulièrement vrai quand on se trouve devant un transfuge. Comment évaluer sa sincérité ? Comment démêler le vrai du faux? Parce que le premier réflexe doit être le soupçon. Bah oui, parce qu'on se demande si cet homme n'est pas envoyé par le camp adverse pour vous intoxiquer. Voilà. Certes, ce transfuge vous donne de précieuses informations. Il vous permet même, en général, de démasquer des taupes. Mais au milieu de ces perles, n'a-t-il pas glissé de fausses pierres destinées à vous abuser? En dénonçant tel ou tel, ne cherche-t-il pas à vous obliger de vous séparer au nom du principe de sécurité de quelques agents contre lesquels vous ne possédez pas de preuves de trahison, mais qui sont seulement soupçonnés? Ouais. Alors, c'était le cas là, de ce Anatoly Golitsyn, dont vous avez commencé de me parler la semaine passée. Peut-être. Vous ne pouvez pas être un peu plus affirmatif? Attendez un petit peu. Il y avait déjà un certain temps que ce Golitsyn avait attiré l'attention de la CIA. Au milieu des années 50, exactement. À l'époque, un agent du KGB fait défection. Comme d'habitude, dans ce cas-là, au cours du débriefing, on lui demande s'il connaît quelques collègues qui seraient susceptibles d'être approchés. Ouais, pour faire défection, eux aussi, c'est ça? Ou devenir des taupes au sein du KGB. Ouais. Et l'homme signale l'existence d'un certain Golitsyn, qui se trouve alors en poste à Vienne. Ouais, pourquoi celui en particulier? Bien parce que Anatoly Golitsyn est un être vulnérable. Vaniteux, détesté de ses collègues du KGB, il a aussi une épouse instable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle le trompe? Bien sûr. Ah bon. Donc on peut peut-être avoir barre sur lui à cause de ses déboires conjugaux. C'est ce que pensent les gens de la CIA, mais ils ont à peine commencé à élaborer un plan que Golitsyn est rappelé à Moscou. Alors, parce qu'il était soupçonné, peut-être? Je n'en sais rien, non, mais je vous l'ai dit, à Vienne, il n'entretenait pas de très bonnes relations avec ses collègues. Par conséquent, ses chefs ont sans doute estimé qu'un travail de bureau lui conviendrait mieux. Ça ressemble à une punition, non? Certainement. Il est donc affecté à la division anglo-américaine du KGB. Puis il sera envoyé dans une section chargée d'analyser les informations en provenance de l'OTAN.
Mais déjà, c'est ce qu'il affirmera plus tard, il songe à passer à l'Ouest. Il s'en expliquera. Oui, il dira que le travail de rond de cuir qu'on lui avait confié n'était pas à la hauteur de ses talents. Car notez-le bien, Golitsyn est un spécialiste du contre-espionnage. Et pourquoi insistez-vous sur ce point? Parce qu'il connaît bien les techniques du contre-espionnage, c'est Et ça? que face à Angleton, il saura comment se comporter. J'ajoute, toujours d'après lui, bien sûr, qu'à Vienne, Golitsyn avait goûté à la vie occidentale, et ça lui manquait. Alors, il expliquera qu'il avait commencé à prendre un certain nombre de notes. En vue de sa future défection. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais des notes sur quoi? Son travail de bureaucrate ne lui permet pas de pouvoir identifier les agents soviétiques en poste à l'étranger, mais en opérant par recoupement, il a quand même la possibilité de situer l'origine des fuites. Oui, l'origine géographique, vous voulez dire. Ben, il n'a pas de nom. Oui, au début des années 60, coup de chance, il obtient d'être nommé à l'Ouest, en Finlande, plus précisément. C'est là qu'il va sauter le pas. Sauter le pas, c'est-à-dire à l'Ouest. Passer à l'Ouest. Mais comment alors? Il se rend tout bonnement à l'ambassade américaine avec une petite liasse de documents. Ces fameuses notes, là, c'est Évidemment. ça, ouais. Mais il devait s'y attendre, on ne l'accueille pas à bras ouverts. C'est-à-dire qu'on se méfie de lui. C'est normal. Toujours la peur du faux transfuge. Une question quand même, avant de poursuivre là. Le KGB n'a-t-il pas fait une terrible erreur en l'envoyant de l'autre côté du rideau de fer? Si Golitsyn était un vrai transfuge, assurément, car dans les services soviétiques, on n'ignorait rien des faiblesses de l'officier d'enseignement. Ouais, alors ça vous incline à penser que Golitsyn était un faux transfuge? En tout cas, ça va dans ce sens. Bon, alors, on reprend? À Helsinki, le chef d'antenne de la CIA interroge Golitsyn, jette un œil sur ses documents, et il estime qu'il s'agit vraisemblablement d'un gros poisson. Par conséquent, après avoir avisé ses chefs, il envoie le transfuge aux États-Unis, plus précisément à Langley. Oui, le siège de la CIA. Oui, mais là, les choses ne se passent pas très bien. Pourquoi alors? Anatoly Golitsyn, qui a une très haute idée de sa personne, refuse d'être débriefé par un officier subalterne. Et après avoir réfuté plusieurs agents, il exige d'être remis à James Angleton en personne. Ben, ça aussi, c'est curieux, non? Parce que Angleton, c'est le patron du contre-espionnage. Ouais, vous avez raison. Parce qu'à Moscou, grâce à Philby, on n'ignore rien de la psychologie très particulière du chef du contre-espionnage de la CIA. Et donc, si Golitsyn, comme vous le laissez penser, est un faux transfuge, il doit savoir très exactement comment manœuvrer Angleton. On ne peut pas l'exclure. Et effectivement, dès leur premier contact dans une retraite campagnarde de la CIA, le chasseur de taupes est séduit. Et d'abord parce que Golitsyn, tout vaniteux qu'il soit, possède de réelles qualités intellectuelles. Ouais, mais ça ne suffit pas, j'imagine. Bien sûr que non. Très rapidement, Angleton, qui est toujours obsédé par la chasse aux taupes, depuis que Philby lui a mis ça dans la tête, voit ses thèses confortées par les déclarations de Golitsyn. Celui-ci, en effet, affirme que les services soviétiques ont mis sur pied, à très grande échelle, un plan dont l'objectif est de duper les Occidentaux. Ouais, mais enfin, il faut donner des noms, des exemples. Naturellement. Alors, il parle des relations entre l'URSS et la République populaire de Chine. Oui, parce que ces relations sont fortement dégradées à partir du début des années 60. Oui. Et Golitsyn prétend que c'est un leurre destiné à tromper les États-Unis et à fausser leurs évaluations politiques et stratégiques. Oui, ça, c'est ridicule. Je suis d'accord avec vous, mais Angleton marche. Et pourtant, à l'époque, tout le monde savait que dans le monde communiste, la rupture était réelle, profonde. Oui, mais les révélations de Golitsyn arrivaient au bon moment pour l'esprit fragilisé d'Angleton. Encore un nouveau signe de la duplicité du soviétique. Certainement. Bon, je veux bien vous croire, mais il fallait tout de même que Golitsyn donne des preuves concrètes de la qualité des renseignements qu'il était susceptible d'apporter à ses nouveaux amis américains. Bien entendu. Alors, il a commencé par dénoncer toute une série de taupes opérant pour les services soviétiques. Et ça, c'est déjà plus sérieux. Alors qui? D'abord, mais sans donner d'indication précise, il commence par affirmer qu'il existe une taupe au sein de la CIA. Oui, c'est la grosse taupe, comme on disait, là, que Angleton chasse depuis que Philby lui a mis ça dans la tête. Oui, pour Angleton, c'est une confirmation qu'il travaille dans le bon sens. Ensuite, Golitsyn dit qu'en Grande-Bretagne, il existe un réseau de 5 agents soviétiques. Non, mais c'est les 5 de Cambridge. Oui. Le problème, c'est que 2 d'entre eux, Burgess et Maclean, sont déjà passés à l'Est, et que Philby lui-même va bientôt disparaître à Moscou. Et les 2 autres Rappelez-vous, nous en avons déjà parlé. Oui, je me souviens bien. Le 4e homme, Sir Anthony Blount, conservateur du musée royal, n'a plus aucune activité d'espionnage. Et le 5e, John Cairncross, a lui aussi laissé tomber. Et il ne sera identifié que dans les années 90, quand on retrouvera ce paisible retraité dans le sud de la France. Bon, alors je résume. Dans cette affaire-là des 5 de Cambridge, Golitsyn n'a rien apporté de nouveau. Non.
Et on peut estimer, toujours en considérant l'hypothèse du faux transfuge, que via Golitsyn, le KGB a donné un réseau qui était déjà en partie brûlé. Autre révélation, quand même. Oui, Golitsyn dénonce un ambassadeur canadien qui était en poste à Moscou. Le KGB l'aurait piégé dans une affaire d'homosexualité. Une enquête a été déclenchée, mais rien de sérieux n'a pu être établi à l'encontre de ce diplomate. Mais cette révélation, vraie ou fausse, a eu une conséquence dramatique, car le diplomate meurt d'une crise cardiaque au cours d'un interrogatoire. Parce qu'il était démasqué ? Ou parce qu'on a révélé son homosexualité. Ouais. On était dans les années 60, je vous le rappelle. Toujours en ce qui concerne le Canada, il révèle aussi qu'une taupe a infiltré les services de l'OTAN. Mais les renseignements qu'il donne sont trop vagues. Et finalement, l'homme ne sera identifié et arrêté que 17 ans plus tard. Mais peu importe, enfin, là l'information était bonne. Mais floue, je le rappelle. Il a également parlé d'une taupe dissimulée à l'amirauté britannique. Vrai ou faux ? Vrai. Mais l'homme ne sera identifié que 2 ans plus tard grâce à un autre défecteur soviétique. Oui, finalement le bilan est plutôt maigre. Oui, enfin toutefois, rassurez-vous, Golitsyn va dévider sa flotte petit à petit. Il économise ses cartouches. Peut-être parce qu'il n'en a pas beaucoup. C'est probable. En tout cas, on en est là lorsque Golitsyn donne une information de première importance à Angleton. Il lui annonce que le KGB ne manquera pas d'envoyer de faux transfuges aux États-Unis pour le discréditer, lui, Golitsyn. Anthony Cave Brown, l'historien de la guerre secrète, a publié une somme sur Kim Philby. À propos des rapports entre l'espion britannique et James Angleton, il cite le témoignage de Walter Eder, l'un des adjoints du directeur de la CIA. La révélation que Philby était une taupe fut, sans nul doute, l'événement le plus marquant de la vie professionnelle de Jim Angleton. L'affaire eut des répercussions si profondes et si graves sur son comportement qu'il se retrouvait incapable de la mettre tout simplement de côté. Philby cadrait trop bien avec sa conception d'un plan d'ensemble imaginé par les soviets pour duper l'Occident tout entier. Longtemps après sa désertion, il demeura aux yeux de Jim l'homme clé du grand projet mis en œuvre par le KGB. Qui orchestrait le scénario du plan d'ensemble ? Jimmy n'hésitait pas une seconde à répondre : Philby. L'ouvrage de Brown, La trahison dans le sang, a été publié en France aux éditions Pygmalion. Est-ce que, effectivement, on observe des défections, enfin, conformément aux prévisions de Golitsyn ? Oui, et remarquez-le, dans cette affaire, Golitsyn fait preuve d'une suprême habileté. Parce que non seulement il convainc ses interlocuteurs américains qu'il connaît bien les méthodes du KGB, mais il prend les devants et dénonce avant d'être éventuellement dénoncé lui-même. Ouais. Alors, ces nouveaux transfuges, là, qui sont-ils ? Mais ce sont 2 diplomates qui appartiennent à la délégation soviétique à l'ONU. L'un, surtout, va jouer un rôle important. Yuri Nosenko. Il accuse Golitsyn d'être un faux transfuge ? Oui. D'après lui, Golitsyn a été envoyé à l'Ouest pour paralyser les services de renseignement occidentaux en créant une véritable psychose. Et du même coup, il s'inscrit en faux contre toute une série de révélations faites par Golitsyn. Par exemple ? Il nie qu'une taupe soviétique soit infiltrée à la CIA. Pour Angleton, j'imagine que ça, c'est inconcevable. Bien sûr, puisque ça fait des années qu'il ne travaille que dans ce but, découvrir qui est la taupe de la CIA. Pour lui, mais aussi pour Golitsyn, cette déclaration de Nosenko est donc ressentie comme une sorte de crime de lèse-majesté. Conséquence immédiate, à l'évidence, Nosenko est un faux transfuge. Il a été envoyé par le KGB pour déconsidérer Golitsyn. Cette histoire me paraît complètement folle. Oui, là, je suis d'accord avec vous. C'est assez monstrueux. Mais écoutez la suite. En novembre 1963, le président Kennedy est abattu à Dallas. Son tueur présumé, Lee Harvey Oswald, est arrêté puis assassiné à son tour. En se penchant sur le passé de Oswald, on découvre qu'il a fait un séjour en URSS. Oui, je me souviens bien, et par conséquent, on pense que le coup vient de l'Est. Naturellement. Hein. Et Angleton n'est pas le dernier à croire à cette thèse. D'ailleurs, il a pris soin d'interroger Anatoly Golitsyn. Et le transfuge lui a confirmé que Oswald avait bien été recruté par le KGB. Mais Nosenko, lui, s'inscrit à nouveau en faux contre Golitsyn. Non, Oswald n'a jamais été un agent du KGB. Et pour une bonne raison. Approché par les services soviétiques lors de son séjour en URSS, il a été jugé trop instable et psychologiquement perturbé. Ouais, donc il n'a jamais été recruté. C'est à nouveau une contradiction avec Golitsyn. Et pour Angleton, nouvelle preuve que ce Nosenko est un menteur dont la mission consiste à décrédibiliser les révélations de son cher Golitsyn. Le résultat, c'est que Nosenko est soumis à de très sévères interrogatoires, isolé, littéralement prisonnier dans une cellule de la CIA. Il ne recouvrira la liberté que 4 ans après sa défection. C'est-à-dire qu'on finira par reconnaître que c'était un vrai transfuge. Oui, mais enfin, ça lui aura coûté cher. Mais est-ce que du même coup, ça prouve que Golitsyn, lui, est un authentique menteur ? Pas du tout.
Angleton ne veut pas en démordre. Golitsyn dit vrai. Il s'est d'ailleurs noué une curieuse relation entre le soviétique et l'américain. Golitsyn est devenu beaucoup plus qu'un informateur pour Angleton. C'est maintenant un conseiller à qui on autorise la consultation des dossiers les plus secrets de la CIA. Là encore, ça me paraît incroyable. Enfin, surtout si, comme vous le pensez, Golitsyn était en réalité un faux défecteur. Et c'est pourtant la stricte vérité. Golitsyn fait désormais la pluie et le beau temps à la CIA. Et sûr de sa position, il multiplie les accusations. En épluchant les dossiers de l'agence, il désigne à l'attention de son ami Angleton des suspects toujours plus nombreux. Même sans preuve, les individus soupçonnés sont écartés, licenciés. Pendant des années, la CIA est paralysée par cette chasse aux taupes qui frappe les agents les plus performants, bien sûr. Mais justement, alors, la CIA, personne n'essaie de s'opposer à cette invraisemblable chasse aux sorciers? Certains essaient. Ils expriment leurs doutes, car ils constatent que l'agence américaine est durement frappée par l'activité débordante de James Angleton, mais c'est dangereux. Et pourquoi? Si vous contestez le duo Angleton-Golitsyn, c'est que vous êtes vous-même une taupe soviétique. Logique imparable, n'est-ce pas? La machine est lancée, on ne peut plus l'arrêter. Songez que même Henry Kissinger est soupçonné d'être un agent soviétique. En effet, oui. Mais les dégâts ne concernent pas que les États-Unis, car Golitsyn et son compère, Angleton, vont maintenant s'attaquer aux taupes soviétiques censées se dissimuler à l'étranger. L'homologue de Angleton au Canada, Leslie Bennett, a le malheur de critiquer cette chasse aux taupes qu'il assimile à la chasse aux sorcières menée autrefois par McCarthy. À l'instigation de James Angleton, il fait aussitôt l'objet d'une enquête. Et bien qu'aucune preuve ne soit trouvée contre lui, il finit par être licencié des services canadiens. Alors, le soupçon suffit. Oui, oui. Toujours à l'étranger. Des dirigeants politiques sont aussi désignés comme étant des agents de Moscou. Le Premier ministre suédois, Olof Palme, ou encore le chancelier allemand Willy Brandt, et également le Premier ministre britannique, Harold Wilson. L'histoire est particulièrement rocambolesque. Racontez alors. Harold Wilson est devenu le leader du Parti travailliste en 1962, à la faveur, si je puis dire, de la mort subite de son prédécesseur, Hugh Gaitskell. Et 2 ans plus tard, son parti ayant gagné les élections, il devient Premier ministre de Sa Gracieuse Majesté. Il n'en faut pas plus pour que Golitsyn et Angleton s'interrogent. Le travailliste Wilson ne serait-il pas une taupe? Et la mort de Gaitskell ne serait-elle pas suspecte? Un assassinat? Oui, un assassinat perpétré par le KGB, afin de permettre à Wilson d'arriver au pouvoir. Ouais. Je crois que vous avez raison, c'est vraiment rocambolesque. Mais Angleton y croit. Il est sûr que Gaitskell a été empoisonné. Il alerte ses collègues britanniques du contre-espionnage qui prennent ça très au sérieux. Et ça vaudra à Harold Wilson de faire l'objet d'une surveillance étroite de la part des services secrets britanniques, tout au long de sa carrière politique. Oui, mais enfin, ça ne donnera rien. Non, parce que l'accusation était invraisemblable. D'autant plus invraisemblable que lorsque Gaitskell est mort, Golitsyn se trouvait déjà à l'ouest. Alors, comment aurait-il pu savoir que le KGB avait fait assassiner le leader travailliste? Non, tout ça, c'est absurde. Mais Angleton avait une telle confiance dans son transfuge qu'il était prêt à avaler n'importe quoi. Songez que Golitsyn réussira à le persuader que le printemps de Prague résultait en fait d'une manipulation du KGB. Effectivement, oui. Et, enfin, autre exemple à l'étranger? L'Allemagne, l'Australie et même la Norvège n'échappent pas à la soupçonnite de James Angleton. Au milieu des années 60, la secrétaire du chef du service secret norvégien est arrêtée. Trahison? Oui. Oui, mais personne n'est dupe. C'est son patron qui est mis sur la sellette. En fait, Angleton, parce que c'est lui qui se trouve derrière cette affaire, a exploité la rivalité qui oppose cet homme à son rival du contre-espionnage. Mais il faudra quand même plus de 3 ans avant qu'on ne reconnaisse l'innocence de cette malheureuse secrétaire et celle de son chef. Toutefois, en dehors des États-Unis, c'est peut-être en France que le syndrome Angleton va provoquer le plus de catastrophes. Et ce n'était sans doute pas par hasard. Revenons un instant sur l'affaire Wilson. Voici ce que j'ai trouvé dans le livre de Roger Faligot et Rémi Koffer, Les Maîtres espions. Les 2 journalistes affirment que c'est Golitsyn qui a donné cette information incroyable aux services britanniques. Le département 13 du KGB, chargé des opérations mouillées, aurait assassiné le chef du parti travailliste Hugh Gaitskell en lui injectant des bacilles mortels. Et ils poursuivent. Les soviétiques souhaitaient, paraît-il, qu'un homme à eux, Harold Wilson, succède à ce fidèle partisan de l'OTAN. Wilson qui vient justement de prendre la direction du Labour. L'année suivante, au moment où il devient Premier ministre, Jim Angleton relance l'accusation contre Wilson. L'Américain propose au MI5, le service de contre-espionnage britannique, d'organiser une campagne contre le leader travailliste. De nos jours, certains des protagonistes du MI5, tels Peter White, continuent d'ailleurs à soutenir la thèse de l'assassinat de Gaitskell et du recrutement de Wilson par les soviétiques. Ceci appelle au moins
3 remarques. En 1959, le 13e département du KGB a été dissous, Khrouchtchev lui interdisant de se livrer à l'assassinat de dirigeants politiques occidentaux. Mais quand bien même on eût fait exception dans le cas du travailliste anglais, les historiens savent que ce n'était pas Wilson, mais George Brown, un homme de la même mouvance atlantiste qui devait théoriquement succéder à Gaskell. Enfin, toute cette affaire n'est que pure déduction de la part de Golitsyn, puisque le leader travailliste décédé est tombé malade en décembre 1962, soit 1 an après la défection de l'Ukrainien. Le livre de Faligo et Koffer a été publié par Robert Laffont. Et que voulez-vous dire en disant que ce n'était pas par hasard que c'était en France que cette affaire allait provoquer de gros dégâts? Bien sûr. À Paris, le général de Gaulle était de retour aux affaires. Ouais. Et ça ne plaisait pas trop à Washington, où on craignait qu'il ne prenne des positions pas tout à fait favorables aux États-Unis. Ce qui sera le cas. Hein. Évidemment, même s'il faut nuancer. Car pendant la crise des missiles, le général se rangera sans hésitation aux côtés des Américains. Ouais. Alors voyons par le détail, si vous voulez bien, comment nous avons été contaminés à notre tour par cette espionnite aiguë. Au début de l'année 62, le président Kennedy envoie une lettre personnelle très confidentielle au général de Gaulle. Il l'informe que nos services de renseignement, mais aussi le cabinet présidentiel, ont été infiltrés par des agents soviétiques. Toujours les révélations de Golitsyn. Oui, Hein. oui. Et comment réagit le général là? Il y croit ou il pense qu'il s'agit d'une manœuvre? Les termes de la lettre de Kennedy, qui lui a été remise en main propre et par porteur spécial, sont très amicaux. Donc de Gaulle, après un premier mouvement de mauvaise humeur, a certainement été ébranlé. Et il décide aussitôt d'envoyer aux États-Unis un homme de confiance, un général spécialiste du renseignement et membre de l'état-major de la défense nationale. C'est donc qu'il ne prend pas cette affaire à la légère. Certainement. À Washington, ce général est mis en contact avec Anatoly Golitsyn, et malgré sa méfiance, il est convaincu. C'est-à-dire convaincu de la véracité des allégations du transfuge Golitsyn. Oui, c'est ça, oui. Et lorsqu'il revient à Paris, il dit au général de Gaulle que Golitsyn est un type sérieux. Ouais. Mais est-ce que Golitsyn lui a donné des informations précises? Non. Alors comment ce général a-t-il pu juger du sérieux de Golitsyn? Les Américains, je pense d'abord à Angleton, lui ont sans doute dit que Golitsyn leur avait déjà donné de précieuses informations. En outre, je vous le rappelle, Golitsyn n'était pas un médiocre. Il était très habile, très convaincant. Enfin, quoi qu'il en soit, les Français ne peuvent pas en rester là. Et de Gaulle décide d'envoyer aux États-Unis une mission d'information composée de membres du SDEC et de la DST. Ils sont chargés de débriefer Golitsyn et d'évaluer l'authenticité de ses révélations. Mais ils n'arrivent pas les mains vides. Ce qui veut dire ça? Ils viennent avec des listes de personnages suspects. Des hommes qu'ils n'ont jamais pu coincer, mais qui pourraient correspondre au profil des taupes dont Golitsyn affirme qu'elles existent. Oui, parce qu'il n'a toujours pas donné de nom. Aucun, non. Et il justifie très habilement cette ignorance, son affectation du KGB. Ouais. Où il était chargé, il faut le rappeler, du secteur anglo-américain. C'est ça. Ouais. Donc ça ne lui permettait pas de connaître précisément l'infiltration soviétique en France. Il savait seulement, c'est en tout cas ce qu'il affirme, que cette infiltration était très importante. Il révèle en particulier qu'il existe tout près du général de Gaulle une taupe soviétique. Ouais, c'est celui qui sera ultérieurement désigné sous le pseudonyme de Colombine. Hein, exactement, oui. Et beaucoup sont tentés de voir sous ce pseudonyme énigmatique Jacques Foccart. Ouais. Et votre avis alors? Je n'y crois absolument pas. Et pourtant, vous savez qu'au cours de nos conversations, je n'ai jamais été très tendre avec Foccart. C'est juste. Ouais. Plus préoccupant pour notre sécurité, Golitsyn affirme que le SDEC est complètement noyauté par le KGB. Un réseau, nom de code Saphir, aurait infiltré notre service d'espionnage et une taupe française se dissimulerait dans les services de l'OTAN. Oui, c'est Georges Pack. Oui, nous en avons déjà parlé. Pack a certainement commis des imprudences, mais il n'était pas la taupe soviétique que Golitsyn accusait. En outre, Pack était entré dans les services atlantiques après la défection de Golitsyn, donc ce dernier ne pouvait pas détenir d'informations sur lui. En tout cas, si je vous ai bien suivi, Golitsyn ne donne toujours pas de nom. Mais il en est bien incapable. Et pourtant, ces dénonciations vont avoir des conséquences très graves. D'abord, il faut savoir que les conversations entre Golitsyn et les enquêteurs français se déroulaient en présence d'agents de la CIA. Et assez légitimement, les Américains, en voyant les Français énumérer des listes et des listes de suspects appartenant au gratin de l'administration et des services secrets, ont eu l'impression que la France était littéralement truffée d'agents soviétiques. Ouais, ils ont pensé que l'État français était sous influence. Certainement, et ça a contribué à dégrader leur rapport avec nous. Et lorsque le général de Gaulle a pris la décision de prendre ses distances avec l'OTAN, ils n'ont pas douté une seconde qu'il avait pris cette décision sous l'influence des taupes soviétiques. Ce qui était quand même assez mal connaître le général. Oui, enfin, au fond, les Américains devaient être satisfaits de trouver une justification et une décision qu'ils désapprouvaient au plus haut point.
A contrario, De Gaulle a assez vite pensé que ces révélations fort imprécises du transfuge soviétique faisaient partie d'un plan américain pour déstabiliser son pouvoir. Mais là, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Je le pense, oui. Même si ce n'était pas le premier objectif poursuivi par Angleton. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les taupes. Uniquement les taupes. Mais d'autres se sont servis de cette affaire contre le général de Gaulle. Je fais allusion à un homme dont je vous ai parlé, Thiraud de Vaujoli. Oui, qui était le chef de l'antenne du SDEC aux États-Unis. Oui, au fil des années, Thiraud de Vaujoli, qui avait d'excellentes relations avec la CIA, et en particulier avec James Angleton, était devenu un homme des services américains. Oui. Et il ajoutera donc une pierre à l'édifice de déstabilisation du SDEC en publiant un livre à clé où il dénoncera l'existence d'un réseau soviétique au sein de nos services. Ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être viré. Ouais. Livre qui sera repris par Léon Uris dans son best-seller Topaz. Exactement. Et bien sûr, ça n'arrangera pas nos rapports avec les Américains et ça renforcera la suspicion autour du SDEC. Alors, justement, voyons quelles ont été les conséquences pour nous, enfin chez nous. Je dois d'abord préciser que dans toute cette affaire, la rivalité traditionnelle entre la DST et le SDEC a pleinement joué. Car il revenait à notre service de contre-espionnage de découvrir s'il y avait éventuellement des agents doubles au SDEC. Et ça ne déplaisait pas forcément aux gens de la DST d'embarrasser leurs collègues du service de renseignement. Enfin, passons. Ouais. La première victime, c'est le colonel Uno. Uno, qui était ça? Ce polytechnicien était un vétéran du service, un ancien résistant, un type bien. Mais en étudiant de près son pédigré, on a découvert qu'il avait été en poste à Prague. Et là, il aurait eu une maîtresse. Une espionne des services tchèques. Oui, enfin, il ne pouvait pas en être autrement. Pour Angleton, mais aussi pour la DST. Uno était donc un candidat de choix pour être la taupe en chef du réseau Saphir. D'autant qu'il était alors l'adjoint du patron du SDEC. Alors on lui a fait comprendre qu'il ferait mieux de donner sa démission. Ouais, ce qu'il a fait? Oui, par lassitude ou par dégoût, quand on n'a jamais rien trouvé sur lui et jusqu'à la fin de sa vie, Uno a proclamé son innocence. En tout cas, pour Angleton, c'était un incontestable succès. En contribuant à débarquer le numéro 2 des services secrets français, il faisait un beau crâne, comme on dit dans la police. Et en même temps, il donnait la preuve que les informations données par Golitsyn étaient solides. Mais ce n'était pas fini. Quoi encore? L'un des officiers du SDEC chargé de débriefer Golitsyn était le colonel de Lanurien, un type qui n'a pas du tout été impressionné par les révélations du transfuge. Et il a eu le malheur de le dire tout haut. Selon le système Angleton, ça faisait aussitôt de lui un homme des soviétiques. D'autant que pendant la Seconde Guerre mondiale, cet officier de tradition avait combattu avec les maquisards tchèques. Ah oui, il aurait pu côtoyer des agents communistes, c'est oui, ça? En tous les cas, c'est ce que Angleton en a conclu. Et bien que plus tard, en 1950, en poste en Hongrie, Lanurien ait été expulsé par le régime communiste, on a considéré que c'était un coup monté destiné à dissimuler son double jeu. Vous savez, quand on a décidé d'accuser un homme d'être un traître, tous les moyens sont bons. La suspicion comme la calomnie, il en reste toujours quelque chose. Et lui aussi, alors, Lanurien, là, il a quitté le SDEC? Il a fini par démissionner du SDEC, oui. À peu près en même temps que Uno. En tout cas, ces deux démissions ont profondément bouleversé la piscine. Mais n'était-ce pas le but recherché par Golitsyn et ses maîtres? Ça s'est arrêté là? Chez nous, oui. La DST aurait bien voulu continuer son enquête, en particulier dans l'entourage du général de Gaulle, mais en haut lieu, on a estimé que les dégâts étaient suffisamment importants comme ça. Et on en est resté là, heureusement. Car je crois vous avoir démontré la folie de ce James Angleton. Oui, surtout sa manipulation par Golitsyn, qui pour vous, maintenant, ça ne fait pas de doute, était un faux transfuge. Évidemment. Et voyez-vous, tout cela était si absurde qu'il me souvient d'avoir entendu un ancien adjoint d'Angleton dire quelque chose comme ça. En utilisant la méthode Angleton jusqu'à son ultime conclusion, on était obligé d'en déduire que les actions du duo Angleton-Golitsyn avaient été montées par le KGB. Et si Angleton avait poussé la logique jusqu'au bout, il aurait dû lancer une enquête sur lui-même. J'emprunte la conclusion à Claude Moniquet et Geneviève Etienne qui, dans leur histoire de l'espionnage mondial, parue aux éditions du Félin, écrivent ceci. Une génération de contre-espions français s'essoufflera, sans grand résultat, dans la chasse aux taupes soviétiques, 30 ans après. Il se trouve encore d'anciens agents français pour expliquer que tel ministre ou tel conseiller de l'ombre, les noms de Louis Jox et de Jacques Foccart font en général les frais de ces supputations gratuites, étaient des hommes de Moscou, sans apporter, précisons-le, la plus petite preuve de leurs assertions. L'enquête sur le réseau Saphir n'a donc jamais abouti, et aujourd'hui encore. Les hypothèses que nous avons évoquées ont chacune leurs partisans et leurs détracteurs qui, faute de pouvoir apporter des preuves décisives, bâtissent des raisonnements tortueux pour arriver à leur but. Mais on sait, en tout état de cause, que l'affaire Uno a été montée de toutes pièces par Angleton, peut-être aidé par Thiraud de Vaujoli, pour consolider
la position occupée par son transfuge, Golitsyn.